Hello la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. C'est un détail très important parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le sourire dans l'art. Donc même si vous n'êtes pas friand d'histoire de l'art, vous êtes sûrement friand de joie, de bonheur. Donc cet épisode est de toute façon fait pour vous. Alors vous allez peut-être me dire, ouais mais ton épisode il est trop niche, on s'en fiche de ce que tu nous dis. Peut-être, mais France Culture, donc la référence en termes de France et de culture, a sorti une série de 4 épisodes sur le sujet. Donc c'est intéressant. Je dis ça, je dis rien. Et Alexia Guggemos, qui est critique d'art et sociologue, a même créé un musée du sourire en 1996 et il retrace en fait les plus beaux sourires de l'histoire de l'art, accompagnés d'explications sociologiques et psychologiques. Voilà, tout ça pour légitimer mon propos. Bref, en gros, Alexia Guggemos, elle différencie 3 types de sourires. D'abord, celui de la joie, qui est particulièrement pratiqué chez les enfants, qui souriraient d'ailleurs 400 fois plus qu'un adulte. Ensuite, celui de l'affiliation ou du social, donc ça c'est dans la rue et vous dites bonjour et vous souriez quoi. Et celui de la domination, le sourire sarcastique ou carnassier, qui rejoint le rire ou l'ironie. Le sourire est donc présent dans l'art dès l'Antiquité, par exemple avec des sculptures comme celle d'Héby II, réalisée en 2400 avec Jésus-Christ et retrouvée dans l'actuelle Syrie. C'est une sculpture qui représente un homme barbu à la tête rasée et surtout avec un sourire super charmeur. Voilà. Après, il y a aussi d'autres sourires partout, chez les pharaons, chez les Étrusques, sur les statues de Bouddha également. Et en Occident, ça se complique un peu à partir du 5e siècle. En fait, le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain et forcément, ça influence l'art qui devient plus austère et un peu moins fun. Le sourire et la bouche, en général, sont alors associés au plaisir charnel et on va dire gustatif. Et comme la luxure et la gourmandise sont des péchés pas tip-top, on évite d'afficher des sourires à tout va. Mais paradoxalement, on trouve quand même certains sourires chez des personnages divins. Alors c'est des sourires plutôt doux, qui représentent souvent l'innocence, la bonté ou la pureté. Et un exemple célèbre est le sourire de l'ange de la cathédrale de Reims, qui est construite vers 1240. En fait, son sourire est assez intéressant parce qu'il correspond à l'origine à l'expression de la béatitude céleste, en lien donc avec le lieu de culte qu'est la cathédrale. Mais lors de la Première Guerre mondiale, la sculpture de l'ange est détruite par des bombardements et reconstruite. Après, elle devient vraiment un symbole fort et son sourire apparaît comme une forme de résistance, un signe d'espoir et de renaissance. Pendant la Renaissance, on se décoince un peu les zygomatiques et les sourires commencent à réapparaître dans les peintures ou dans les sculptures. Mais attention, tous les sourires ne se valent pas. Voilà. On peut globalement les classer en 2 grandes catégories. D'abord, les petits sourires timides, genre « hihi, je souris parce que je suis timide ». Ça, c'est la version un peu noble, raffinée, réservée à la haute société. Et puis, à l'opposé, on a des sourires avec des dents, associés aux gens de petites vertus, entre guillemets. Les pauvres, les prostituées, ceux qui ne mettent pas le clignotant avant de tourner, tout ça, quoi. Et en plus, à cette époque, on ne traite pas vraiment les problèmes dentaires. Donc en fait, quand on voit les dents, c'est moche. Voilà, c'est très rarement séduisant et c'est même parfois effrayant. Autre raison pour laquelle les artistes évitent un sourire trop excessif, une bouche ouverte marquée par un rictus ou un éclat de rire, ça peut être vu comme une perte de contrôle de soi. Donc rire, c'est super, mais c'est céder à ses émotions, ses passions, donc pas très digne ni très harmonieux. Et aussi, un sourire trop large déforme le visage et donc peut enlaidir le personnage. Mieux vaut le représenter sans expression. Mais vous et moi, on sait qu'un sourire en particulier n'a laissé personne indifférent. Et je ne parle pas de moi. Voilà, même si je sais qu'il a conquis plus d'un cœur, je parle bien évidemment de la Joconde, peinte par Léonard de Vinci en 1506. Alors ce sourire énigmatique a été analysé sous toutes les coutures, et certains ont même dit que Mona Lisa avait une paralysie faciale ou de l'asthme. Après, je pense que quand on fait une crise d'asthme, on ressemble pas trop à ça, mais c'est pas grave, quelle que soit la raison, ce sourire reste le plus célèbre de l'histoire de l'art. Et Giorgio Vasari, peintre et écrivain italien du XVIe siècle, écrit dans son recueil intitulé Les Vies, la bouche, avec son dessin et ses 2 bords où le rouge des lèvres se fond à l'incarnat du visage, qui paraissait fait non de couleur, mais de chair véritable. Slay. Juste pour dire que c'était tellement bien peint qu'on aurait dit un vrai visage. Voilà. C'était encore une fois pour légitimer mon propos en citant quelqu'un de stylé. Et ce sourire, Michel Pastoureau, enseignant, chercheur, historien, l'a justement étudié sous un autre angle. Pour lui,
Le sourire est donc une clé de lecture du tableau tout entier. Faites l'expérience. Regardez la Joconde sur votre téléphone ou autre, ou au Louvre directement en fait, et concentrez-vous sur le paysage en arrière-plan. À gauche de Mona Lisa, on distingue un massif rocheux aux formes plutôt arrondies, avec une sorte de bras de mer qui semble aller vers la droite du tableau. Maintenant, regardez à droite. Là, le paysage change complètement. On remarque un lac plutôt plat, mais situé beaucoup plus haut que le bras de mer et des sommets montagneux particulièrement pointus. Donc si on regarde l'ensemble du paysage, on voit bien qu'il y a un gros manque de cohérence entre la gauche et la droite. Et ce serait quand même étrange que Leonardo da Vinci, je l'ai dit en italien, ingénieur, architecte, anatomiste et j'en passe, ait loupé l'arrière-plan. Et c'est là qu'intervient Michel Pastoureau. Selon lui, le sourire si harmonieux de Mona Lisa vient réconcilier les deux moitiés chaotiques du paysage. Les commissures des lèvres, légèrement relevées, font le pont entre la partie plus basse à gauche et la partie plus haute à droite. Alors libre à vous d'adhérer à cette théorie, mais avouez que c'est assez intéressant et que ça permet de regarder le tableau sous un nouvel angle. Passons maintenant au XVIe et au XVIIe siècle. On reste globalement sur la même tendance. On voit des sourires, oui, mais toujours sans les dents parce qu'elles restent encore et toujours un sacré problème. Et oui, tout le monde a les chicots dans un état plutôt discutable. Et surtout que les soins dentaires, c'est clairement pas la priorité, alors on garde bien la bouche fermée. On sourit, ouais, mais avec retenue pour pas gâcher le tableau. Puis arrive le XVIIIe siècle et là, gros tournant. D'abord, qui dit siècle des Lumières dit libération des esprits, évolution des mentalités et décoincement des zygomatiques. On est un peu plus chill, on sourit à la vie. Rousseau, Voltaire, Diderot disent « Oh là là, c'est trop bien la vie, venez, c'est cool », en gros. Et ensuite, on a un changement de taille, qui sont les soins dentaires, qui progressent. Alléluia, on a un peu moins peur de montrer ses quenottes, et ça se voit dans les portraits d'époque. D'ailleurs, fun fact dents, en 1728, Pierre Fauchard, chirurgien dentiste français, publie un livre plutôt révolutionnaire qui s'appelle « Traité des dents ». Et il montre l'importance donc des dents et de leur protection, et préconise également de se rincer la bouche à l'urine. Et moi, ignorante comme j'étais, je me disais, oh là là, haha, ils sont nulos, ils utilisent de l'urine pour se laver les dents ou quoi? Et ben en fait, c'est très sérieux comme info, parce que certains principes actifs présents dans l'urine sont utilisés pour améliorer la santé bucco-dentaire. Par exemple, le peroxyde de carbamide, qui est présent dans l'urine, sert également au blanchiment des dents. Voilà, donc en fait, c'est très utile l'urine. Je finis avec mon point dents, parce que j'ai appris des trucs de ouf, et surtout ça me tient à cœur parce que j'ai encore au moins 12 dents de lait. Voilà. Les dentiers, ça existe depuis longtemps, mais est-ce que vous savez comment ils faisaient les dentiers à l'époque? Enfin, au XVIe siècle. Ils étaient malins comme des lynx et ils prenaient des dents humaines recueillies sur des cadavres. Donc en fait, les gens mettaient des dents d'autres gens, mais morts, dans leur bouche. Voilà, heureusement qu'après on a utilisé la porcelaine. Revenons au XVIIIe siècle. Est-ce que vous savez qui a peint les premiers portraits de la haute société souriant avec les dents? J'ai nommé Élisabeth Vigée-Lebrun, la star en fait. C'est la peintre officielle de Marie-Antoinette et elle est spécialiste des portraits et contribue clairement à populariser le sourire avec les dents dans la peinture. Son autoportrait, avec sa fille peint en 1787, choque complètement le public, puisque pour la première fois, les dents sont montrées sans connotation négative. Elles ne sont plus associées à des gens du peuple ou aux prostituées, mais à des artistes, à des gens de la haute société. Et donc, en fait, Élisabeth Vigée-Lebrun s'affranchit clairement des normes sociales de l'époque, et c'est pour ça qu'elle pèse un peu dans le game. Et petit aparté sur notre chère Élisabeth, c'est une très grande artiste vraiment du XVIIIe siècle. Elle a été académicienne, elle a réussi à vivre de son art, ce qui n'est pas rien pour une femme à l'époque. Et devinez quand a eu lieu sa première exposition rétrospective en France? En 2015. Voilà, c'est tard, très tard. Mais bon, passons, là n'est pas notre sujet. Et revenons à nos dents. Faisons un petit saut dans le temps pour atterrir au XIXe siècle. À ce moment-là, c'est surtout la photographie qui change la donne. Pour la première fois, le sourire peut être immortalisé, figé dans le temps. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde se met à sourire à pleines dents, puisque la norme sociale reste quand même le stoïcisme du visage pour éviter de montrer ses émotions, parce que ici, on est des mâles alpha pleins de testostérone. Et surtout, au XIXe siècle, prendre une photo, ça prend du temps. Voilà, il faut à peu près 15 minutes de pause. Donc un peu compliqué de sourire pendant un quart d'heure sans bouger. Mais tout change au XXe siècle avec l'invention et la commercialisation du Kodak, le tout premier appareil photo portable.
Alors c'est pas le Kodak en tant que tel qui révolutionne les choses, c'est surtout sa publicité. On y retrouve la Kodak Girl, une jeune fille dynamique et pleine de vitamine C qui affiche à la caméra un sourire ravageur avec des dents blanches, carrées, calées. Donc forcément, quand on voit une pub comme celle-ci, déjà on a envie d'acheter le produit et surtout on a envie de faire comme la Kodak Girl, sourire sur les photos. En plus, l'appareil devient accessible. Tout le monde peut se photographier partout et tout le temps. Donc, les photos deviennent un peu moins codifiées, moins rigides et normées. Les sourires, ils sont donc plus présents. D'ailleurs, truc de dingo locaux, une étude de l'université de Berkeley a compilé 38 000 portraits de fin d'année, genre photos de classe, sur tout le XXe siècle. Résultat, la courbure moyenne des lèvres est passée de 0 degré à plus de 10 degrés. Les gens souriaient donc beaucoup plus sur les photos à la fin du XXe siècle qu'au début. Et ce changement ne touche pas uniquement le commun des mortels, puisque même les présidents de la République s'y mettent. En France, Valéry Giscard d'Estaing est le premier à sourire sur sa photo officielle pour présenter ce qu'il appelle une société libérale incarnée. Bon, on est quand même loin de la Kodak Girl, mais le sourire est là. Mais à part la photographie, c'est aussi dans le pop art que le sourire fait un comeback fracassant, le plus célèbre, celui de Marilyn Monroe, immortalisé par Andy Warhol dans son œuvre Diptyque Marilyn, réalisée en 1962. Et attention, c'est diptyque, pas dick pic, parce que là, il n'y a pas trop de sourire, voilà. J'assume à moitié cette blague, mais écoutez, laissons-la et passons côté cinéma, où le sourire prend aussi des tournures un peu plus ambiguës. Je pense notamment à celui de Jack Nicholson dans Shining, réalisé par Stanley Kubrick. Là, c'est plutôt un sourire ambigu, enfin je l'ai déjà dit, mais un faux sourire, voilà, ça je l'ai pas dit, qui illustre la dérive du personnage vers la folie. Donc tous les sourires ne sont pas bienveillants. Attention, quand on vous propose de monter dans une camionnette et que c'est quelqu'un avec un super sourire qui vous dit ça, ne montez pas forcément. Voilà, c'est pas forcément bien. Et pour finir, jetons rapidement un coup d'œil à la mode. Et là, je m'appuie sur David Castello-Lopez qui, dans une chronique sur Arte, se demande pourquoi les mannequins ne sourient pas sur les podiums. Il s'appuie sur une étude d'Elise Van Delaan, sociologue de la beauté, qui a écrit une thèse à ce sujet. Elle constate que sur 13 500 photos de mannequins publiées entre 1982 et 2011 dans les magazines de mode, 87% des mannequins, hommes et femmes confondus, ne sourient pas. Et il y aurait 3 raisons à cela. D'abord, le mannequin doit rester neutre et discret pour mettre en valeur ce qu'il porte et non pas sa personnalité. Ensuite, le sourire est toujours vu comme moins chic, comme on le pensait en fait à l'époque et au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, bref, tout ce que j'ai expliqué dans ce podcast finalement. Et finalement, c'est un peu l'idée d'avoir l'air inaccessible, mystérieux, lointain, pour incarner justement le standing de la maison de luxe. En fait, dans la mode, le sourire est un peu perçu comme une forme d'accessibilité et donc peu compatible, comme je disais, avec les codes de distance et de perfection qu'impose l'univers du luxe et des défilés. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, le sourire dans l'art, c'est bien, mais pas trop non plus. Voilà, mais comme on ne vit pas dans un tableau, vous êtes autorisé à sourire, très important. Et d'ailleurs, fun fact, en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre un faux sourire, genre quand vous vous forcez à sourire, et un vrai sourire. Donc si jamais vous avez une journée où vous n'êtes pas bien, et ben forcez-vous à sourire, et comme ça le cerveau il va se dire « Ah là là, il fait la réaction de l'émotion d'être heureux, donc je vais être heureux. » Voilà, source t'inquiète. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Je sais, je ressens votre profonde tristesse, mais ne vous inquiétez pas, je reviens très vite, j'espère. Je vous dis ça tous les 6 mois, mais c'est pas grave, écoutez, au moins ça fait le suspense, ça vous tient en haleine, voilà. Et je vous quitte avec les paroles d'un grand sage qui un jour a dit « Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout, il est pas né ou mal barré, l'idiot qui voudrait me remplacer. » Juste, je me permets de revenir parce que, en montant le podcast, je me suis dit, en fait, ça fait un peu prétentieux de citer ça. Mais pas du tout, c'était par rapport à toujours la banane. Le sourire, la banane. Voilà. Allez, ciao!